Si un voleur arrive chez vous en plein jour et pille votre maison en utilisant une violence inouïe sur vous et vos enfants, en vous martyrisant, on peut expliquer le succès de son forfait, de son crime, de son hold-up, à la fois par l'effet de surprise ou par le fait que vous étiez en confiance et vous n'étiez pas préparé à ce type de pratique, à un tel cynisme. S'il revient une seconde fois, alors que vous êtes encore sous le choc et utilise les mêmes techniques, la ruse et la violence, pour vous délester minutieusement, méthodiquement de vos biens les plus précieux, on peut commencer tout de même à s'interroger sur votre capacité, votre maturité à vous protéger tout seul. Jusque-là, en essayant d'être compréhensif, on peut trouver quand même quelques circonstances atténuantes, même si vous commencez aux yeux de tous à paraître un peu grand dadais, un peu comme un grand naïf pas très éveillé. Mais s'il revient une troisième, puis une quatrième fois, opéré avec le même succès, vous pille soigneusement, sans difficulté, pendant que vous le regardez faire, alors ça devient définitivement désespérant. Et vous ne pouvez plus justifier votre faiblesse par la seule violence, le seul cynisme, la seule barbarie de l'agresseur. Vous n'êtes simplement pas préparé. Vous devez désormais vous interroger sur vous-même. Si en plus, la quatrième fois, il élabore toute sa stratégie pour vous piller devant vous, avec le plus grand des mépris, il vous prévient même de son arrivée prochaine et que vous le regardez faire sans réagir, sans vous protéger, alors comprenez que tout s'interroge désormais sur votre maturité et sur votre équilibre mental. Soit vous êtes vraiment un handicapé, auquel cas vous avez besoin d'être pris en charge, d'être sous tutelle, soit vous aimez ça, et alors vous êtes maso et méritez ce qui vous arrive. Il n'est point besoin de s'apitoyer donc sur votre sort. Et votre voleur devient même manifestement votre bienfaiteur. Je refuse de penser à ces deux dernières options. Lorsque les hordes arabes débarquent au sud du Sahara au Moyen-Âge, les réduisent dans une violence indescriptible en esclavage les populations de toute cette région, et leur imposent leur religion, on se dit, on ne s'y attendait pas. Cet esclavage va être particulièrement violent, déshumanisant, cruel, sanglant, déchirant, avec une extraordinaire déportation des populations noires. Entre le Moyen-Âge et le XXe siècle, les Arabes et les Ottomans ont vendu plus de 17 millions d'esclaves africains. C'est un fait. Pendant plus de 1400 ans, les arabo-musulmans ont tué, déporté, castré 17 millions de Noirs. Les jeunes garçons se faisaient couper leur pénis et le scrotum pour éviter qu'ils ne se reproduisent en terre arabe. La plupart des millions d'hommes qu'ils ont déportés ont disparu du fait des traitements inhumains et de la castration généralisée. Ibn Khaldoun, considéré comme l'un des grands savants arabes, exprime sans ambiguïté la perception que l'on avait du noir dans la société arabe de l'époque. Il disait ceci, je cite, « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres en raison d'un stade inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » Fin de citation. On estime à plus de 80 millions le nombre de Noirs morts dans le désert pendant la déportation. Ce qui est triste à dire, c'est que les ateliers de castration, c'est que la nature de l'opération elle-même est une opération qui, malheureusement, donc, laisse très peu de chance pour l'enfant châtré. Donc, l'espoir de survie de l'enfant sont quand même assez minimes. Les opérations de castration faisaient périr entre 70 et 80%. Ça vous donne une idée du massacre. Cet esclavage va durer plusieurs siècles et détruire les cultures, les traditions et l'organisation des sociétés pour installer leurs modèles, leurs valeurs, leurs traditions dans ces régions. L'islam interdisant l'esclavage entre musulmans, les esclaves vont se convertir à l'islam pour pouvoir améliorer leurs conditions. Première grande barbarie venue de l'extérieur donc contre les Africains. Alors que les blessures de cette première violence extrême sont encore vivaces, encore ouvertes, va suivre une nouvelle agression tout aussi subite et meurtrière. La traite négrière, le commerce triangulaire avec son corollaire de déportation, de déchirement des familles, d'éclatement de la société. Sur un total d'à peu près 12 millions d'Africains embarqués de force, environ 10 millions sont débarqués du fait de la forte mortalité à bord. Ils arrivent au Brésil, 45%. Dans les Caraïbes britanniques, françaises, néerlandaises et danoises, 37%. En Amérique espagnole, 11%. Et en Amérique du Nord, 4%. Les esclavagistes inventent des raisons scientifiques et morales pour justifier leurs actes. Ils en appellent, encore une fois, comme les arabo-musulmans, à l'infériorité naturelle des nègres et s'appuient cette fois-ci sur la Bible. Ils disaient devoir convertir les Africains au christianisme pour sauver leurs âmes. Mais la véritable raison qui a motivé le commerce du bois d'ébène et l'esclavage était le profit. Il fallait une main-d'œuvre nombreuse et résistante pour produire la canne à sucre,
le café, le coton, le tabac, l'indigo. Toutes les denrées coloniales qui ont enrichi durablement l'Europe. On va donc déporter des dizaines de millions de personnes pour aller travailler comme des bêtes de somme, comme des outils dans les plantations de coton et de canne à sucre en Amérique. L'épisode parmi les plus violents de l'histoire du monde, dans lequel certains révisionnistes s'emploient à rappeler qu'il s'est fait avec la complicité des Africains. C'est une évidence, mais je leur rappelle que c'est aussi vrai que la déportation de milliers de Juifs vers les camps de concentration nazis en Allemagne a été facilitée par la collaboration de milliers de Français, d'Anglais, d'Allemands, de Belges et même de quelques centaines de Juifs. Et pourtant, cela ne fait pas que le crime de la déportation et de l'Holocauste soit imputé aux Français ou aux Juifs. Ce sont les Allemands nazis qui en portent la responsabilité. Bref, ce commerce des êtres humains à grande échelle des Africains va vider le continent noir des millions de bras valides. La plus grande hémorragie humaine de l'histoire du monde. Malgré cela, malgré ces immenses douleurs, ces insupportables déchirements, au XVIIIe siècle, les mêmes vont revenir sur les lieux de crime de leurs ancêtres, les Européens. Et encore une fois, ils vont y pénétrer comme dans du beurre, avec presque la même facilité. Une résistance très vite matée au prix de nombreuses tueries. Il faut dire que, comme leurs parents, ils utilisent la même violence, la même cruauté. Ila na kunewe soba nyendi sineki atanathela na akakwibwa yu ila nesiye kuvinduka nethiie ni kinata sibitali kwa Kingijoyi mugitwaragwo kuria tari utahu akanja ni hari kambi na mirano ire kiuragirwo na wegathie gaitwo hau ihumbagirwo na magai hari akanja. Ils sont sans foi ni loi. Ils ne font pas de discernement entre femmes et enfants. Ils vont eux aussi aller dans certaines régions jusqu'à la castration des hommes, comme on l'avait déjà fait dans l'esclavage arabo-musulman. Kwatandi neke lo poko bau bakana kugwenande ayuna kwatwa mau natanda bandu aloba yoka akwete nyau play la que loba yoka akwete play asilaba mukati wa mau oka ngwata nku kamba amina anakwa. Et dit qu'ils se définissent comme des hommes civilisés. Dans certaines régions, ils vont décapiter les résistants et exposer leurs têtes dans les marchés, comme dans l'ouest du Cameroun, en pays bamléké. Question d'installer la peur. C'est la mission civilisatrice. C'est M. Finkielkraut qui dit « On a apporté la civilisation aux sauvages ». Quelle civilisation? C'est l'ère de la colonisation. L'Afrique devient le principal enjeu de la rivalité coloniale franco-britannique. Les motivations économiques sont décisives, notamment la recherche des débouchés commerciaux, mais aussi le souci de contrôler les matières premières tirées de l'agriculture tropicale ou des mines. L'aventure missionnaire précède naturellement la grande vague colonisatrice. J'aime souvent reprendre à mon compte cette citation de l'ancien président kenyan Jomo Kenyatta qui disait, je cite, « Lorsqu'ils sont arrivés, ils avaient la Bible et nous les terres. Ils nous ont demandé de fermer les yeux pour prier. Lorsque nous avons ouvert les yeux, ils avaient les terres et nous la Bible. » On ne peut pas mieux résumer. À la fin du 19e siècle, évangélisation et colonisation affichent leur connivence. À la conférence de Berlin en 1885, ces grandes puissances se réunissent entre elles pour se partager le gâteau. Sans gêne, elles dépècent le gibier,
se donnent des zones et y installent leur comptoir. Au cours de cette période, l'Afrique est dépouillée de sa souveraineté et de son indépendance. Assaillie, divisée en colonies de dimensions variables, elle offre un visage totalement remodelé, sans aucun rapport avec les entités politiques préexistantes. La chefferie en pays bamléké, au Cameroun où je suis né, et en Afrique en général, avant l'arrivée des colons, étaient des États en miniature. Ce qu'on appelait les royaumes, c'était des États en miniature, avec tout ce qu'un État peut avoir dans sa constitution. C'est-à-dire, c'était des États avec justice, avec l'armée, avec tout ce qu'un État peut contenir. Donc, ce n'est qu'à l'arrivée des colons qu'on a vu le pouvoir de ces États diminuer. En effet, en 1880, début de la colonisation, plus de 90% du continent était encore dirigé par des Africains. 20 ans plus tard, l'Afrique entière, à l'exception du Libéria et de l'Éthiopie, est sous la domination de l'Europe. En morcelant l'espace politique africain, après avoir démantelé les empires et royaumes anciens, la colonisation efface les espaces unifiés dans ces entités géopolitiques. De même, en détruisant les chefferies traditionnelles ou en les domestiquant, la colonisation désintègre les constructions sociopolitiques qui conféraient à la société ancienne sa force de cohésion. En lieu et place, le colonisateur instaure les chefferies nouvelles, qui ne sont que des succédanés des anciennes structures politiques. Dans la colonisation, la religion locale est devenue une superstition. La culture locale est devenue du folklore. La langue locale a été traitée comme un patois. Et c'est sur ce cimetière culturel que les autres essayent d'imposer leur culture et leur tradition. Cette Seconde Guerre mondiale qui commence, à laquelle on a convié contre leur gré les Africains pour se battre aux côtés de leurs maîtres, va marquer un tournant décisif dans le modèle colonial jusque-là en vigueur. Les nègres qui ont vu la vulnérabilité de leurs colonisateurs, qui les ont vus se battre entre eux, mourir sur le champ de bataille, solliciter leur aide, commencent à manifester des velléités d'indépendance. Le mythe du blanc supérieur, invulnérable, est tombé. Et le maître blanc a manqué d'honneur, de dignité, mais surtout de reconnaissance, comme à Tiaroy, où il n'hésite pas à abattre des tirailleurs noirs qui l'ont pourtant aidé au prix du sang à retrouver sa liberté. Il les abat parce qu'ils ont réclamé avec insistance le paiement de leur maigre solde. Le peu de respect qui restait a disparu. Bousculé par quelques mouvements nationalistes africains et asiatiques qui exigent de plus en plus par la force et la guérilla la souveraineté de leur peuple, le pouvoir colonial est partout en difficulté. La violence contre les nationalistes que l'on a baptisé dans les colonies françaises du nom barbare de maquisards va être terrible. Niobé faisait régner la terreur. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de lui faire la guerre et de l'éliminer. À partir de ce moment-là? Oui. Les hommes, ils devaient les achever, et les femmes, ils les achevaient pas. Ils les laissaient mourir comme ça. C'était seulement une guerre sans pitié. Ils bombardaient sans connaître même si c'est un homme ou c'est un enfant. Ils bombardaient ça. Moi, je serais à leur place, j'en voudrais. Je serais Moune et j'en voudrais aux Français. Enfin, j'en voudrais aux Français. This decade is the decade of African independence. Forward then to independence. To independence now. Tomorrow, the United States of Africa. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Dans les colonies britanniques aussi, la répression est sanglante contre les nationalistes. À regret, les grandes puissances coloniales vont céder et octroyer à la hâte, en ayant pris soin de garder de nombreuses ressources à leur avantage, l'indépendance à ces territoires morcelés. Successfully get your independence officially. Ghana is the name. Ghana we wish to proclaim. We will be. And we are going to see that we create our own African personality and identity. We dedicate ourselves not only in the struggle to emancipate all the territories in Africa. Our independence is meaningless unless it is linked up with total reflection of the African continent. Au
Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Le grand jour tant souhaité est enfin arrivé. Notre pays, le cher Togo, qui depuis 1884 a été successivement protectorat allemand, condominium franco-britannique, territoire sous tutelle de la France, retrouve en ce jour du 27 avril 1960 sa liberté d'antan. Après avoir méthodiquement assassiné ceux qui réclamaient le plus sérieusement cette accession à la souveraineté internationale, le colonisateur va installer à la tête de ces États, dans la plupart des cas, ceux qui demandaient le moins l'indépendance. Les nègres de salon, en somme. La République française vient de reconnaître l'indépendance et la souveraineté internationale de la République centrafricaine. Et pour cela, au nom de mon pays, je tiens à remercier le gouvernement français. La République centrafricaine, accédant à l'indépendance, ne pourra jamais en aucun cas s'écarter de la République française, car nos tribus ont perdu leurs traditions, leurs mœurs. Nos pays ont été reconstruits à l'image de l'Occident. Ce serait pour nous une mission difficile que de rétablir dans notre pays, en République centrafricaine, les vieilles traditions africaines. Tout Gabonais a deux patries, le Gabon et puis la France. Voilà ceux à qui on confie les clés du camion en 1960. Quelle tristesse! On les a fait partir par la porte, les néocolonisateurs rentrent insidieusement par la fenêtre. Ils sont partis en restant. Ils tiennent les rênes de nos pays, mais en utilisant dans quelques territoires stratégiques des pantins, de nouveaux nègres de salon, qui pour conserver leur fauteuil et les avantages qu'ils offrent, les servent avec zèle. Dans la sphère francophone, on parle de la France-Afrique, un modèle qui pendant maintenant plus de 64 ans n'a pas produit un seul État viable, une seule nation qui satisfasse aux besoins primaires de ses populations. Un modèle qui n'a apporté que de la misère, de la pauvreté, du désespoir. Et pendant qu'ils nous font les poches, pendant que le maître d'hier se sert allègrement, exploite les richesses, certaines de ces élites et dirigeants africains essaient de lui ressembler. Ces élites appliquent les règles qu'il leur a apprises et qui servent de boussole. Le maître est bien entré dans leur tête grâce à l'école qui est le grand centre de conditionnement. Les élites sont devenus les serviteurs zélés du maître auquel ils veulent absolument ressembler. Ils ont refusé de réfléchir par eux-mêmes. Ils pensent que l'intellectuel est celui qui a le mieux assimilé les concepts, les valeurs du maître qui les opprime. Ils appliquent leurs règles, les mesures pour brider les leurs avec zèle. Les références sont des institutions fondées par le maître pour les tenir en respect. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'ONU et autres pseudo-organisations non gouvernementales à qui on voue quasiment un culte. Nous avons subi les programmes d'ajustement structurel du Fonds monétaire de la Banque mondiale, qui ont été des catastrophes, qui nous ont conduits sous couvert de privatisation à des liquidations, à l'affaiblissement de l'action publique, à l'affaiblissement de la fonction publique, qui nous ont amenés à brader une bonne partie qui nous ont amenés à brader certains avoirs nationaux. Mais le problème, c'est que nous étions dans un pays fragilisé par les conflits. Nous étions dans un pays, si nous voulions affronter ces organisations internationales, si nous voulions affronter des multinationales pour mieux négocier le prix de l'or, le prix du coton, il nous fallait un consensus national. Nous avons vu, quand il y a eu des velléités, nous avons senti que cela pouvait conduire jusqu'à la limite, à la chute du régime. À partir de 1990, l'idée a commencé à circuler que finalement nos pays, je ne dis pas seulement le Sénégal, nos pays avaient fait toutes ces années de l'ajustement économique, structurel, mais que ça n'avait pas produit les résultats qu'on en attendait. Africa finds herself in a catch-22 situation, you see. She better watch what she says here and there,
Or else you don't get that aid or that assistance, etc., etc. What kind of blackmail is this? And it's a painful thing for me sitting here to have to be making such admissions. But these are some of the truths, the hard facts, my dear. C'est eux les nouveaux maîtres du jeu. En réalité, les colonisateurs associés aux États-Unis d'Amérique ont confié la mission à des structures financières qui défendent désormais leurs intérêts sans état d'âme. Et les cadres et les dirigeants africains les écoutent et s'exécutent religieusement, et cela souvent même dans des organisations créées en marge par eux, telles le FIDH. Parce qu'on a une organisation dont la capitale se trouve à Washington, qui vient nous parler, nous. Washington, qui a largué la bombe à Hiroshima et à Nagasaki, vient nous parler de droits de l'homme à nous qui n'ont jamais largué de bombes à Hiroshima et à Nagasaki. Une organisation dont la capitale se trouve à Washington, les États-Unis, dont le développement est basé sur le génocide des Indiens et l'esclavage des Noirs, cette organisation-là vient nous parler de droits de l'homme. C'est important de rappeler de temps en temps l'historique de ces organisations donneuses de leçons qui dictent les lois dans nos contrées et qui s'appuient sur nos intellectuels pour se donner du poids. Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle qui est libéré, va jusqu'au pas de la porte et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté, depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination, depuis le temps qu'il a pensé, comme appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligence africaine dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils? Parce que la vérité sont blancs. On ne peut pas mieux illustrer ce que la plupart d'entre nous, dits intellectuels africains, sommes en réalité. Des êtres mimétiques qui ne se sentent valorisés que dans le regard du maître blanc. Des diplômés complexés aux ordres qui se sont éloignés de leur population. Des nègres de salon, version 3.0, qui souffrent presque tous du syndrome de Stockholm, pathologie qui vous amène finalement à aimer votre bourreau. C'est ce qui explique très certainement la succession, la multiplication, l'épidémie des coups d'État auxquels on a assisté notamment en Afrique de l'Ouest ces dernières années. Nous, forces patriotiques regroupées au sein du Comité national pour le salut du peuple, CNSP, avons décidé de prendre nos responsabilités devant le peuple et devant l'histoire. Nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement. La Constitution est suspendue. Les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. Une épidémie de putsch qui traduit l'échec d'un modèle en réalité. La réaction très bien pensante, très intellectuelle, très politiquement correcte, très dans les clous de l'immense majorité, a été de condamner ces coups de force contre la démocratie, ignorant superbement le soutien populaire qu'ils ont suscité à chaque fois, estimant que personne ne doit s'arroger le droit de mettre un terme par la force à un régime démocratiquement élu. Ça fait très bien de dire ça. On fait comment lorsque le dit régime est entièrement gangréné et piloté de l'extérieur? Lorsque c'est lui qui suce le sang du peuple? On fait comment lorsque par son incompétence, sa corruption, l'intégrité du territoire est directement menacée? On fait quoi lorsqu'après plus de 60 ans d'expérience, la condition du peuple se détériore dangereusement? On s'enferme dans des théories académiques? Elle est où la logique? Lorsque nous nous engageons, lorsque les États s'engagent à sanctionner les prononciaments, les coups d'État militaires, ils oublient quelque chose de très fort, les coups d'État institutionnels. Au niveau de la population, ça a la même valeur. Lorsque vous venez aux élections par des règles, et que parce que vous voulez perdurer au pouvoir, vous changez ces règles, ça s'appelle aussi un coup d'État.
Je sais que cela nous a été largement reproché à certains d'entre nous, et que cela continue d'ailleurs de nous l'être reproché, de n'avoir pas condamné les putschs qui ont renversé les régimes au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et au Niger. On est passé tout de suite pour des assassins de la démocratie, les soutiens des putschistes. Je peux clairement comprendre cette réaction lorsque l'on est aussi bien formaté. Il faut que cela soit clair dans l'esprit de tous. Le soutien n'est pas seulement à des personnes. Qu'on les aime ou qu'on les déteste, une chose est certaine. Ces officiers, qu'il s'agisse d'Assimi Goïta du Mali, d'Ibrahim Traoré du Burkina Faso, de Mamadi Doumbouya de Guinée ou d'Abdourahmane Tiani du Niger, ils sont des game changers. Pas parce qu'ils ont fait un putsch, mais simplement parce qu'ils viennent de mettre fin à un modèle qui était arrivé à son terme. Un modèle contre lequel tout le monde en Afrique était opposé, mais n'osait pas s'y attaquer par peur de représailles. Qu'on le veuille ou non, ils ont réussi à mettre dehors ceux qui, pendant tant d'années, imposaient leur rythme, imposaient leur calendrier, imposaient leurs hommes. Parce qu'ils avaient créé cette sorte de chaîne polymère qui se relève à la tête de nos États pour les servir. Et nous sommes venus briser la chaîne. Et c'est inconcevable pour eux. Il a dit qu'il a 3 personnes qui sont ses gens et qui sont de bonnes personnes. Un peut être le président de transition et un autre peut être le Premier ministre. Il a demandé si je peux seulement sortir pour faire une déclaration dans laquelle communiquer les noms du président et du Premier ministre afin de formaliser tout ça. J'ai répondu, cela est hors de question, les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Je me souviens ce jour-là, il m'a dit d'être compréhensif. Il a dit que quand il disait quelque chose à Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, celui-ci répondait qu'il allait y réfléchir et qu'Ibeka est resté dans les réflexions jusqu'à ce qu'il parte. Donc, qu'il faut que moi je cesse cela. J'ai répondu, non, cela est hors de question. Les citoyens sont en concertation. Quand ils finiront, nous travaillerons en fonction de ce qu'ils décideront. Nous ne nous sommes pas entendus. Il est parti de son côté, je suis parti de mon côté. Ils nous ont donc approchés et ils nous ont demandé de rentrer dans les rangs pour faire partir de l'élite qui doit diriger l'Afrique, parce qu'ils ont une élite formée et formatée qui doivent suivre, qui sont incrustés dans cette chaîne-là. Nous avons refusé de rentrer dans leur rang. Et dès lors, les hostilités ont commencé. Quel est l'homme politique de la génération de ces aînés qui aurait osé faire cela? Qu'on les aime ou qu'on les déteste, ils ont fait ce dont tous rêvaient. Ils ont bravé les grandes puissances qui trônaient arrogamment dans ces pays depuis des décades. Ils ont mis un terme au mythe des grandes nations occidentales auxquelles on ne peut pas s'attaquer. Ils ont été garçons, comme disent les Ivoiriens. Qui aurait pu imaginer que l'on puisse mettre ainsi dehors l'armée française et avec elle ses représentants dans un pays dit pauvre du Sahel comme le Mali, où ils étaient fortement installés depuis des décades? Quel est l'homme politique civil qui aurait pu envisager cela une seule seconde? Quel est l'homme politique qui aurait pu faire la même chose au Burkina Faso, au Niger, malgré les résistances clairement affichées de Paris? Qui aurait pu imaginer un homme politique suffisamment audacieux pour demander aux forces américaines de faire leur bagage pour quitter le Niger? Quel est l'homme politique qui aurait pu refuser de recevoir un sous-secrétaire d'État américain flanqué du chef des forces US basé en Afrique en visite dans son pays? Qui? Généralement, ils sont en territoire conquis. Ces militaires ont considérablement amélioré la situation sécuritaire dans cette région où les terroristes et les bandes armées étaient devenus les seuls maîtres des lieux à la barbe des armées européennes et américaines. Aujourd'hui, sur le plan de la sécurité, nous travaillons, il y a des résultats probants sur le terrain. Le Mali, aujourd'hui, après 10 ans de présence étrangère, a aujourd'hui le contrôle de l'ensemble de son territoire national. Et la reprise de Kidal, il y a quelques mois, est un exemple concret. Et il y a beaucoup de Kidal qui vont se passer aussi sur le terrain, dans notre espace. Même si l'insécurité persiste, même s'il existe encore de nombreuses attaques de bandits armés, l'apocalypse annoncée n'a pas eu lieu. Avec ces hommes en treillis, la chanson n'est plus la même. Et ils osent désormais faire jouer la concurrence. On achète du matériel militaire chez les Russes, des drones chez les Turcs, des engins chez les Chinois ou les Iraniens. On sollicite des prêts auprès des Orientaux. Bref, on diversifie les sources. C'est open bar. On est donc loin du siècle qu'a vécu le président Touadéra en Centrafrique, ou alors qu'on refusait de lui vendre des armes, on lui interdisait en même temps d'en acheter sur le marché et d'en recevoir des partenaires. Disons-nous la vérité, les Russes ont sauvé la vie à Touadéra à un moment donné, contre les rebelles. Personne d'autre l'aurait fait. Personne d'autre n'était là pour le faire. Mais aujourd'hui, il y a aussi les Américains. Même incongruité, en RD Congo,
à qui pendant longtemps on a refusé de vendre des armes tout en lui interdisant d'en acheter sur le marché pour défendre l'intégrité de son territoire. Qu'on les aime ou pas, ces militaires du Mali, du Burkina, du Niger, de Guinée ont rebattu les cartes. La donne a changé. Il y aura désormais, qu'on le veuille ou non, un avant et un après Assimi Goïta, un avant et un après Ibrahim Traoré, un avant et un après Abdourahmane Tiani, un avant et un après Mamadi Doumbouya. Réussiront-ils à transformer l'essai? Ça, c'est un autre débat. Mais ils ont créé un nouveau cadre, un nouveau climat qui bénéficie à tous. Même si les autres dirigeants africains n'osent pas l'avouer à haute et intelligible voix, ils sont nombreux à apprécier. C'est ce qui explique l'extraordinaire popularité dont ils continuent pour la plupart de bénéficier auprès des populations. Il suffit de voir l'accueil qui leur a été réservé à leur arrivée au Niger pour le premier sommet de l'AES. Le Niger, c'est le 3e pays le plus pauvre du monde, malheureusement pour lui. Et il y a des podiums dont on se passerait bien. Personne n'est capable de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de faire une bêtise, pour parler poliment, en faisant un coup d'État. Vous comprenez bien qu'en fait, le grand perdant dans cette affaire-là, c'est d'abord le Niger. Certes, les grandes nations colonisatrices continuent d'afficher leur condescendance, mais leurs certitudes ont été quelque peu ébranlées. Elles s'affairent désormais à affiner leur stratégie pour conserver leur influence. Ces officiers sans passé politique, arrivés dans l'échiquier comme des ovnis, contre qui les grandes nations n'ont aucune pression directe parce qu'ils ne possèdent pas de compte bancaire ou de maison à l'étranger à saisir, parce qu'ils n'ont aucun agenda électoral, du moins pour l'instant, ont rebattu les cartes en prouvant que les Africains peuvent aussi envisager d'autres partenaires en toute liberté. Une bravade qui oblige les autres à discuter différemment désormais. Ne serait-ce que pour cela, ils ont déjà gagné une bataille. Pas la guerre, c'est vrai, mais une bataille que l'on veut décisive. Et pour cela, il faut avoir la correction, l'honnêteté de le leur reconnaître, même si les choses paraissent encore chaotiques et incertaines. Ils l'ont bien sûr fait avec le soutien des populations qui ont été plus promptes, plus alertes à comprendre et à adhérer à leur aventure. Mais ceci ne représente pas un chèque en blanc à ces nouveaux chefs, à ces leaders qui tiennent un discours qui nous séduit presque tous. Non. Ils ont gagné une bataille, c'est vrai, mais les plus importantes, les plus grosses, les plus déterminantes restent à venir. Celles qui n'ont absolument pas le droit de perdre, au risque finalement de n'avoir provoqué qu'un cancer qui se métastase et qui va tuer le malade à la fin de la journée. Je me retrouve un peu comme un cycliste qui grimpe une pente raide, qui a à gauche, à droite des précipices. Il est obligé de pédaler, de continuer de pédaler, sinon il tombe. Cette image s'applique plus que jamais à ces dirigeants de l'AES. La première de bataille à mener au plus vite est vis-à-vis du peuple qui les a soutenus dans celle qu'ils viennent de remporter. Ce peuple s'est aligné derrière eux pour chasser ces armées d'occupation. Ce peuple a accepté de souffrir, de subir la violence des sanctions. Ce peuple a accepté l'austérité, l'absence de médicaments dont il avait besoin. Ce peuple a subi les coupures d'électricité qui ont tué de nombreux petits commerces, qui ont entraîné le décès de malades en salle d'opération. Ce peuple a accepté tellement de sacrifices qu'il veut maintenant commencer à voir le bout du tunnel. Il ne peut indéfiniment se contenter de rhétorique révolutionnaire. Il ne peut continuer indéfiniment d'attendre. Il s'agit maintenant, pour ces leaders, qui lui ont redonné sa dignité, pour ce gouvernement issu de ce coup d'État, pour ces régimes qui ont fait grandir en eux tant d'espoir, de fixer un cap, de sortir de la gestion au quotidien des affaires courantes pour leur donner de l'espoir. Ces populations sont fatiguées, lasses d'attendre. Il importe de leur montrer qu'elles ont eu raison de les soutenir, que le meilleur dans leur assiette, dans leur quotidien, est à venir. Lorsque l'on vit dans tous ces pays, il faut reconnaître que le coût de la vie a explosé. Le sac de riz de 25 kg, denrée la plus consommée, est passé au Niger de 11 000 francs avant les sanctions à 17 500 francs. Oui, plus de 6 000 francs d'augmentation en raison de l'insécurité sur le corridor passant par le Burkina Faso, zone de forte insécurité. Le sac de maïs, lui, est passé, tenez-vous bien, de 25 000 à 52 000 francs, c'est-à-dire plus du double en raison de la fermeture des frontières avec le Bénin. Situation très difficile en cette période de soudure. L'inflation n'est peut-être pas au même degré au Mali, mais elle est aussi particulièrement difficile à vivre pour les populations, puisque le sac de riz de 50 kg, qui coûtait 20 000 avant les sanctions, est désormais à 22 500 francs. Le litre d'huile est passé de 900 à 1000 francs. Le kilogramme de sucre de 600 à 650 francs.
La situation est tout aussi préoccupante au Burkina Faso. En gros, les prix ont doublé pendant que les salaires, lorsqu'ils sont payés, n'ont pas bougé. De nombreux petits commerces ont fermé du fait du rationnement de l'électricité, du fait de la crise des frontières et des ports entre le Niger et le Bénin. En réalité, le peuple fait preuve d'une résilience extraordinaire. Il subit vraiment et accepte cet effort pour le changement avec courage et abnégation. Ce n'est pas facile du tout. Il faut donc maintenant lui montrer qu'il a raison de les soutenir, de continuer de les accompagner en masse dans la rue. Il faut lui donner de l'espoir en proposant un nouveau modèle, un projet qui puisse le conforter, une vision qui l'associe, qui lui montre que ces officiers ne sont pas venus simplement pour s'installer, mais pour changer durablement et définitivement les choses, sortir leur peuple de la misère. Et je peux témoigner pour les avoir tous rencontrés qui sont vraiment animés d'un désir de changer les choses. Ils sont au taquet, comme on dit. Ce n'est pas la volonté qui manque, mais la situation est suffisamment préoccupante et urgente pour que l'on passe à la vitesse supérieure. Pour cela, il faut une grande union, un grand cadre de discussion, de réflexion, de partage des idées que l'on doit vite rendre concrètes, se mettre en mode écoute, puis vite en mode action. Bref, il faut donner aux populations l'opportunité de participer à ce changement et faire vivre, entretenir l'espoir à travers la nouvelle manière de penser l'Afrique. J'entends déjà certains ironiser sur le fait qu'on ne va pas inventer la roue, que l'Africain n'en est pas capable. Je pense que c'est faire preuve de défaitisme et de manque de confiance en soi. En 1236, ici en Afrique, il y a eu des Africains en Afrique de l'Ouest qui ont publié la charte de Kurunkanfoga. Quand nos femmes et nos mères étaient reines, comme la reine Poukou, comme Aline Sitoé Diatta, la femme blanche aux États-Unis n'avait pas le droit de vote. Ceci doit nous rappeler qu'avant ceux qui nous imposent leur modèle démocratique, l'Afrique avait ses systèmes de gouvernance suffisamment élaborés. Il n'y a pas de raison que plusieurs siècles après, sa jeunesse ne puisse pas être capable de s'en inventer un adapté à ses réalités, à moins que nous pensions que nous sommes vraiment inaptes à toute pensée élaborée. Il s'agit d'y croire et de s'y lancer. Nous, à Mansa, nous y sommes déjà. On n'a pas la prétention d'avoir trouvé la solution, mais il faut bien commencer et ne pas avoir peur de se tromper. Comme chez le médecin, le mal a été identifié, le diagnostic est établi. Il faut maintenant trouver le bon remède. Ça peut prendre un peu de temps. Tout dépend de la capacité de notre jeunesse à réfléchir aux composantes, aux produits efficaces, aux médicaments idoines. C'est de cela qu'il s'agit. Il peut y avoir des loupés, des effets indésirables. Ce n'est pas dramatique. C'est de nos erreurs que l'on apprendra. On va ajuster en fonction. L'essentiel est d'essayer avec courage et détermination. Aux leaders des pays de l'AES de s'y lancer au plus vite. Il ne faut surtout pas perdre le soutien du peuple dans cette bataille décisive. Surtout que les traditionnels hommes politiques sont déjà à l'œuvre pour monter la population contre eux. Privés de toute perspective, épuisés d'attendre l'opportunité de retourner aux affaires par les traditionnels semblants d'élections, impatients de voir les choses revenir comme elles étaient, ils sont en action. Il faut coûte que coûte revenir à la table à manger. Ils œuvrent fort dans l'ombre pour convaincre les populations que les militaires aux affaires sont des amateurs, des apprentis sorciers qui les conduisent droit dans le mur. On en croise régulièrement à Paris, Londres et Washington qui font une cour assidue aux autorités pour se présenter, se proposer en alternative, en solution une fois qu'ils auront renversé les régimes en place au pays. Ils sont nombreux. On les voit grenouiller ici, invitant, comme le faisaient déjà leurs aînés, des responsables des ministères au restaurant pour dire combien ils sont fidèles aux principes proposés par l'Occident. Si on ne cite pas les noms, on les connaît bien. On les voit. Les vieilles habitudes ont la peau dure et ils n'ont pas compris qu'ils n'auront pas le soutien du peuple qui a de la mémoire et qui se souvient que cette situation de crise, ils en sont pour une majorité les premiers responsables. Tous ces chefs de parti et anciens ministres qui ont fait de la politique leur métier et qui voient dans ce bouleversement la fin de leurs privilèges doivent comprendre que ce temps est révolu, que leur démarche pour déstabiliser ceux aux affaires ne contribue pas à faire avancer le calendrier global. Ils n'ont pas besoin des autres pour revenir. Ils ne sont pas la solution. Ils sont pour beaucoup une des sources du problème. S'ils étaient capables de mieux, ça se saurait. Ils l'auraient démontré par le passé.
S'ils veulent être utiles, ils doivent plutôt apporter leur expérience au service du mouvement qui est en marche. Il faut de nouveaux acteurs. Il faut renouveler la classe politique. Mais il convient dans le même temps d'attirer l'attention de ces dirigeants de l'AES qui semblent soucieux de leur peuple du risque de plus en plus affiché que certains de leurs proches font peser sur leur image, sur leur engagement, sur leur combat par leur propension aux enlèvements intempestifs et injustifiés de personnes. Je me souviens de ce que ceci avait eu comme conséquence négative dans la révolution sankarienne avec certains CDR. Vigilance donc. At the end of the day, it is critical for the U.S. to have a footprint on the continent. Even a little goes a long way. The same can be said of U.S. business investments. Africa is of vital strategic importance to the United States. We can't let China or Russia become the preferred security or business partner. Je suis persuadé que dans quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans ou moins ou plus, nous aurons l'obligation de retourner aider ces pays africains. Ce qui est en train de se jouer en Afrique de l'Ouest, c'est toute une zone d'Afrique qui est en train de basculer et qui pourrait devenir le levier de nos compétiteurs, et notamment de la Russie, pour imposer un modèle de société qui n'est pas le nôtre. C'est ça qui se passe. C'est pas uniquement la sécurité. Et on voit cette espèce de traînée de poudre. On voit maintenant les Russes qui sont arrivés au Tchad, qui sont au Burkina, qui sont au Niger, qui sont peut-être bientôt au Sénégal. On sait qu'ils avaient manifesté leur intention de prolonger vers la Côte d'Ivoire. C'est pour moi un peu ça l'enjeu. What is our coherent and consistent strategy towards Niger, and what do we plan to do to prevent Russia, China, and Iran from filling that void? On est déjà dans la compétition. C'est ce qu'il faut bien comprendre. Et plus spécifiquement en Afrique. En renvoyant chez eux les puissances dominatrices, en contrariant leurs intérêts, en leur enlevant le gâteau de la bouche, ces officiers, désormais à la tête des États du Sahel, les ont mis en colère. Ils sont plus que jamais décidés à revenir de façon forte. Ils sont aux abois et multiplient naturellement les stratégies pour reconquérir. En fait, c'est dans le champ informationnel qu'on doit considérablement faire évoluer notre posture en étant beaucoup plus fort, beaucoup plus habile, beaucoup plus présent. Et ceci nécessite d'avoir une compréhension beaucoup plus fine de nos partenaires, mais aussi de mettre nos partenaires en responsabilité. C'est-à-dire que la communication en Afrique, en particulier, c'est les pays africains qui doivent le faire. Il n'y a pas qu'une Afrique. Et donc moi, j'en vois 4. Je vois une première Afrique, c'est l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, c'est l'Afrique des risques et c'est l'Afrique des frottements stratégiques avec nos compétiteurs. C'est celle dont la France est en train d'être expulsée. Il y a une deuxième Afrique, je ne veux pas dire que c'est l'Afrique centrale, c'est l'Afrique du centre et c'est celle qui est l'Afrique de la francophonie et des ressources stratégiques. On vient de découvrir des gisements incroyables en terres rares et en minéraux rares au Zimbabwe. Et les Chinois y sont déjà, les Russes y avancent. Je ne pense pas que des sociétés françaises aient déjà examiné leur engagement au Zimbabwe. Il y a ensuite une troisième Afrique qui est l'Afrique australe. Je pense que c'est l'Afrique du business. Et parmi les plus grosses économies, il y a évidemment l'Afrique du Sud. Donc c'est plutôt ce domaine-là qu'il faut privilégier. Et puis enfin, il y a l'Afrique de l'Est. Et pour moi, l'Afrique de l'Est, c'est l'Afrique des flux commerciaux entre le canal du Mozambique, entre la mer Rouge, entre ces lignes-là. Et c'est ça qui sont les priorités. C'est bizarre, ça a un air de déjà vu, non? Des airs d'une conférence en 1885 à Berlin, non? Avec ce coup-ci, un acteur qui n'était pas là à cette période-là du 19e siècle et qui est devenu le maître du monde. 两国应该做伙伴，而不是当对手，应该彼此成就，而不是相互伤害，应该求同存异，而不是恶性竞争，应该言必信，行必果，而不是说一套做一套。我提出相互尊重、和平共处、合作共赢三条大原则。 En fait, les acteurs se sont multipliés puisque désormais nous avons la Chine, la Russie, l'Inde, la Turquie, l'Iran, le Japon et même la Corée du Sud pour se partager l'Afrique. Ce qui évidemment contrarie sérieusement les plus anciens qui voient leur gâteau leur échapper beaucoup trop rapidement à leur goût. Ce n'est pas la Chine, la Russie et Wagner qui vont apporter des solutions durables aux très grandes difficultés que connaissent ces pays africains.
et leur population. On est tous d'accord qu'il y a malheureusement une instabilité en Afrique et qu'il faut aider l'Afrique à sortir de cette instabilité. Rien de bien surprenant dans l'argumentaire, rien de nouveau sous le soleil, même si le discours reste paternaliste, même si l'arrogance est toujours aussi forte, même si certains parlent encore d'aide, alors que tout le monde est conscient qu'il s'agit d'abord et seulement d'intérêt. Les contrariétés, j'allais dire, les humiliations n'ont manifestement pas modifié le logiciel. Si notre pays a l'intention de continuer à peser ou de conserver une forme d'influence dans cette zone-là, il est clair que ça n'apparaîtra pas dans les champs physiques. Je pense que l'option militaire, ou la présence militaire, ou la visibilité militaire ne sera plus un critère pour développer cette influence. Je pense qu'elle reposera sur les champs immatériels. Il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. C'est à mon avis ça l'enjeu. Il faut que l'on travaille avec les médias locaux. Et donc il faut qu'on trouve comment on va conserver une relation avec nos partenaires africains, continuer à les aider, mais pour autant sans que dans le champ informationnel, finalement, la France et les armées françaises, ce qu'elles produisent de positif, soit complètement dégradé. Eh bien voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Cet intégrateur, il devrait être capable de balayer le champ depuis l'humanitaire jusqu'à la formation militaire. C'est clairement dit, n'est-ce pas? Mais la nouveauté, qui est de taille, c'est que désormais, les Africains voient bien la stratégie. Ils sont au courant des voies et moyens mis en œuvre pour revenir. Le secret qui entourait ce type de projet ne fonctionne plus. La technique de la conférence de Berlin est loin. Ce type de rencontre pour se partager l'Afrique ne peut plus être secret. Il ne serait donc plus logique, compréhensible, que l'Afrique se fasse à nouveau pénétrer et coloniser cette fois-ci sans réagir. L'argument de la surprise n'est plus valable. L'argument du complot nuitamment préparé aussi n'est plus valable. L'argument de l'aide ne l'est plus non plus. Cette fois-ci, pas de raison de rester passif, de subir. Il s'agit maintenant, et c'est en cela qu'une confédération comme l'AES est vitale, d'élaborer une stratégie commune pour répondre à ce nouvel impérialisme, à cette invasion. Ce n'est qu'unique que la réponse va être efficace, cohérente et bénéfique pour l'Afrique. Les autres continents sont dans leur rôle. Elles ont besoin de nos matières premières, de notre sol et de notre sous-sol. Elles l'ont désormais clairement exprimé. Elles ne parlent plus de nous civiliser. Elles ne parlent plus de nous évangéliser. Elles ne parlent plus toutes de nous aider, puisque nous avons compris. Elles parlent clairement, sans ambiguïté, d'installer leur influence, de sauver leur part du gâteau. Elles avouent sans gêne que notre continent est une zone de compétition entre elles. Si nous nous laissons faire ce coup-ci sans réagir, alors nous ne sommes pas des hommes à part entière. Alors nous méritons notre sort. Toutes ces puissances élaborent les politiques africaines. Peut-être que nous devrions penser, nous aussi, à élaborer notre propre politique africaine et en tirer des politiques européennes, américaines, chinoises, russes et autres. C'est plus que jamais le moment d'en finir avec ces divisions qui donnent de telles images détestables de nos dirigeants réunis autour d'un chef d'État qui les a convoqués. On ne peut pas dénoncer les sommets Afrique-France qui ont rythmé la vie de nos États avec toute la charge misérabiliste qu'elle affichait et accepter de la remplacer par les sommets Afrique-Chine, Afrique-Russie, Afrique-Japon, Afrique-Turquie, Afrique-Inde et même Afrique-Corée désormais. Ça manque vraiment de sérieux et de fierté.
Ça fait pitié de voir tous ces dirigeants représentant plus d'1,3 milliard d'Africains réunis autour d'un seul chef d'État dont la population ne représente même pas le 10e de celle du continent. Eux mettent en œuvre leur politique de conquête de l'Afrique et nos chefs viennent quémander qui est une route, qui est un hôpital, qui est un stade de football. Si l'Afrique ne s'unit pas, si elle ne travaille pas à concevoir son propre projet commun, si chaque pays continue de jouer chacun de son côté, si on continue ainsi, la 4e vague de colonisation va se faire avec la plus grande facilité. Même toute cette obsession occidentale, non, nous et pas les autres, je trouve est vraiment une obsession. Il faut comprendre que le monde est devenu adulte beaucoup plus rapidement de ce que nous les Blancs, avions pensé. Les autres grandes puissances sont en réalité dans leur rôle. Elles sont juste pragmatiques. Elles doivent aller chercher ce dont leur peuple a le plus besoin pour vivre et se développer. C'est à nous, conscients de cela, d'être jaloux de nos intérêts et de nous organiser pour les protéger de l'appétit particulièrement vorace des autres. Au lieu de pleurnicher, de geindre, il est temps de s'organiser, de se structurer pour faire face à la néocolonisation qui, cette fois-ci, vient de partout. Il faut s'unir, s'organiser autour d'un projet viable. Notre région n'a jamais connu simultanément autant de défis depuis de nombreuses années. En effet, en dehors de nombreuses menaces liées à la paix et à la sécurité, ainsi que les défis liés à la pauvreté, notre région est également confrontée au risque de désintégration. Pour nous, le sort de nos pays ne va pas se décider à Bruxelles, à Paris, à Washington ou à Londres. Ça se décidera à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, etc. C'est en cela que l'initiative de l'AES, qui, comme la CEDEAO, a été initiée par les militaires, n'a pas le droit de se planter. Comprenez qu'avec l'AES, il y a une nouvelle donne géopolitique qui est là. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimiez pas, peu importe. Cette AES doit être libre, mais avec un projet de société clair, qui, au-delà de la cruciale question sécuritaire, sur laquelle elle travaille dur, doit dans le même temps, et urgemment, avoir une forte démarche économique, sociale, diplomatique, tout en s'ouvrant aux autres pays qui veulent la rejoindre. Avec ou sans vous, nous allons avancer. Il faut que les gens aussi comprennent ça. Le sommet objet de notre retrouvaille aujourd'hui est l'aboutissement de notre farouche volonté commune de reconquête de notre souveraineté nationale et de réhabilitation de notre dignité légendaire. Si les Européens ne sont pas là, les Chinois seront là, les Russes seront là, les Australiens seront là. Donc aujourd'hui, là, on n'est marié à personne. La CEDEAO qui fait de la résistance est morte. Elle n'est plus viable, tant idéologiquement que financièrement. Trop dépendante des puissances occidentales. Donc pour nous, notre engagement pour l'intégration et l'unité et l'idéal panafricain reste intact, mais nous trouvons que certaines de ces organisations, de notre point de vue en tout cas, n'incarnent plus cet idéal. Il faut avoir le courage de la saborder pour envisager l'élargissement de cette structure qui se veut du peuple. À elle de séduire par ses résultats. À elle de faire appel au génie créateur de son immense et inestimable jeunesse, plus outillée et plus engagée pour faire face aux nombreux défis et éviter une 4e vague de colonisation. Cela est possible. Et l'Afrique centrale, ventre mou de l'Afrique francophone, avec ses dirigeants de notre temps, avec ses interminables fins de règne qui donnent à cette région une impression de glaciation, doit emboîter le pas si elle ne veut pas repartir pour un autre siècle de colonisation, mené ce coup-ci par les multinationales. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à notre chaîne, à toute notre plateforme Afromédia, dont le lancement officiel est prévu le 8 septembre prochain à Kémécha, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'est l'occasion pour mon équipe et moi, Sébastien Faye, Thomas Holland, Aïna Thiam, Princesse Assette Ngomprizo, Luis Bernard Zako, Ornella Chouente, de vous témoigner notre gratitude pour votre fidélité, votre soutien moral depuis que nous avons engagé cette bataille pour faire valoir un tout petit bout du narratif africain. Vous êtes plus de 40 millions dans plus d'une centaine de pays à travers le monde à nous avoir suivis et réagi et plus d'1 million d'abonnés sur nos différentes plateformes. Une fidélité qui nous montre combien l'attente est grande. Et nous vous attendons encore plus nombreux au moment où nos programmes, nos contenus, nos rendez-vous s'intensifient, se multiplient, se diversifient. C'est pourquoi je vous prie de scanner ce QR code
pour entrer de plein pied et de façon certaine dans l'univers Afromédia, le seul, l'unique. Et je vous prie également de télécharger notre application Afromédia sur iOS ou sur Google Play. Il vous offre l'opportunité d'avoir à portée de main nos contenus, nos magazines, nos reportages, nos documentaires, bref, notre vision du monde. Il vous permet de les télécharger et de les regarder même hors connexion, de vivre mieux notre monde tel qu'il est. Un narratif sans complaisance, mais sans condescendance.